BFM Business, Good Morning Business, l'interview. L'interview, c'est Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor, qui va m'inviter ce matin. Bonjour Sébastien Bazin. Bonjour. Il y a plein d'actualités. On va parler de la nouvelle enseigne de luxe que va lancer Accor, de l'accord pour les JO de 2024, après la Coupe du Monde de rugby. On commence quand même par l'actualité chaude, c'est-à-dire ce nouveau variant qui nous menace. Est-ce qu'il sera grave ou pas, dangereux ou pas? C'est pas sûr. L'OMS nous dit ce matin, bon, il faut prendre un peu de temps pour étudier tout ça. Est-ce que ça a déjà un impact sur votre activité? On était avec Marc Crochet tout à l'heure. Oui, j'ai entendu. Pour lui, évidemment, sur l'aérien, c'est compliqué. Pour vous, dans le secteur plus global du tourisme? Ça a un impact, absolument, les gens ont la trouille de voyager. Donc, ça a un impact peut-être quand les gens voudront se regrouper pour des fêtes de Noël. En tout cas, des grands groupes de bureaux, de séminaires et ainsi de suite. Je vais vous dire, il y a un moment donné, comme c'est la 5e vague, ça veut dire que j'en ai connu 4. Et je me souviens tellement bien avoir eu exactement la même séquence pendant 4 jours sur le variant Delta. C'était une dramatique, il fallait que les gens... Voilà, il s'appelle Omicron, on a trouvé un nouveau nom. Vous savez quoi, moi j'ai plutôt confiance dans les chercheurs, dans les médecins. Ils vont nous aider à trouver le bon remède, que les gens se vaccinent et puis qu'on continue à vivre. Ouais, on y arrive maintenant avec les différentes vagues à s'adapter. Alors bien sûr, c'est un peu plus contraignant qu'avant. Il y a des masques, il faut faire le rappel de vaccin tous les 6 mois, mais on y arrive, l'économie ne s'arrête pas, même si certains pays ferment leurs frontières, le Japon, pendant 15 jours, partie de précaution, mais globalement, l'économie continue à tourner. Globalement, l'économie continue à tourner, globalement, le tourisme est reparti, globalement, l'hôtellerie est repartie, ainsi que la restauration depuis maintenant, les débuts septembre. C'est vrai que c'était pas si mal au mois de juillet, août. Donc, franchement, dans tous mes soucis que j'ai aujourd'hui, et heureusement j'en ai de moins en moins, le Delta en est peut-être un, mais je ne le contrôle pas celui-là, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. On va d'abord s'occuper des hommes et des femmes qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration, parce qu'il faut qu'ils soient de retour, il faut qu'ils soient là pour la période de Noël, il faut qu'ils soient là pour les vacances de ski, parce que la demande sera là, je vous garantis que la demande sera là. Donc on va travailler sur comment est-ce qu'on devient attrayant pour ce que les gens nous rejoignent. Vous avez gardé les réflexes et les pratiques que vous avez initiées pendant la crise, c'est-à-dire d'être super souple sur les réservations, les annulations, d'être capable de redéployer de la puissance sur un hôtel en quelques heures, en quelques jours. Ça continue? On a gardé 2 choses. Je pensais que vous alliez aller sur un autre sujet, Christophe. On a gardé tout ce qui était sanitaire, parce qu'on a appelé All Safe chez Accor. Donc, effectivement, le gel, le port du masque pour les collaborateurs, tout ça, on a gardé. Le pass sanitaire et autres. Et puis, bien sûr, qu'on a gardé toute la flexibilité. C'est en même temps formidable, parce que les gens peuvent réserver tout en pouvant annuler à la dernière minute. Et puis, c'est en même temps effroyable, parce que je sais que les gens ont réservé, mais je ne sais pas s'ils vont annuler. Mais en même temps, ça donne une grande flexibilité, une grande souplesse et probablement plus d'activité. Donc, c'était une bonne décision. Vous croyez que j'allais sur quoi? Sur le côté sanitaire. Est-ce que vous allez garder toutes les mesures sanitaires? La réponse est oui. Et à mon avis, pour assez longtemps, d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup d'actualités sur Accor. D'abord, vous lancez une nouvelle marque de luxe en franchise qui s'appelle Emblem Collection. Alors, j'étais un peu étonné parce que vous en avez plein, des enseignes de luxe, Fairmont, Raffles. Vous continuez d'étoffer ce pôle de luxe. Cette fois-ci, c'est une sorte de boutique hôtel de luxe que vous allez fédérer sous votre ombrelle. Pourquoi ces hôtels qui existent déjà, qui sont des très beaux hôtels, ont besoin d'Accor? Bon, d'abord, ça s'appelle être cohérent. On a annoncé il y a 6-7 ans qu'on allait transformer petit à petit dans tous les segments du marché, tout en gardant, en étant très fiers des Ibis, Novotel, Mercure. Mais on a décidé d'aller dans les segments sur lesquels on n'était pas présent. Donc, effectivement, on a racheté ces marques. Mais il y avait un petit trou dans la raquette, dans lequel vous aviez beaucoup de propriétaires dans le monde, j'en sais rien, 2000, 3000, 4000, des gens qui ont pas mal d'argent, qui ont réussi dans les affaires, comme on dit, qui se sont achetés un très beau patrimoine, qui l'ont développé, qui l'ont rénové, qui en ont fait un hôtel de luxe, géré souvent par un membre de la famille, et qui s'aperçoivent que leur produit est extraordinaire, qu'il y a une identité de marque, qu'il y a une histoire, mais qui sont un peu trop dépendants des plateformes américaines ou des plateformes chinoises de distribution. Et donc, ils frappent à la porte du groupe Accor en disant « Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à distribuer et voir à choisir les membres de notre personnel, tout en gardant leur patrimoine, leur propriété, leur identité, leur marque. » Et donc, c'est ce qu'on appelle une marque assez souple, qui est une collection, qui s'appelle Emblem. Donc, vous allez voir plein de très beaux hôtels dans le monde qui vont venir rejoindre Emblem pour être distribués. Et pourquoi c'est mieux d'être distribué par Accor que par des plateformes américaines ou chinoises? Parce que c'est beaucoup moins cher. Parce que nous connaissons nos clients par cœur, alors que les plateformes américaines, chinoises sont formidables technologiquement, mais elles n'ont jamais rencontré leurs clients. Moi, les clients que j'apporte dans ces hôtels-là, je les connais puisqu'ils ont vu d'autres séjours chez Accor, parce que ce sont des clients qui sont plus répétitifs. Et puis parce que je pense qu'il y a un certain attachement pour certains opérateurs et certains propriétaires de se détacher un peu des plateformes technologiques dont vous et moi nous sommes déjà totalement dépendants de notre vie. Allez, allons un petit peu avec des groupes qui ont 50 ans d'histoire et qui ont beaucoup d'emplois à charge.
Emblem Collection. Alors j'ai une question, j'en profite de vous avoir en face là. Pourquoi est-ce que tous ces milliardaires, souvent effectivement, ils investissent dans un superbe hôtel? C'est quoi? C'est une lubie ou c'est intéressant fiscalement? Pourquoi est-ce que, effectivement, vous avez raison, souvent c'est très beaux hôtels collectifs? Je vais vous répondre à un truc complètement con que je réponds dans un dîner. Quand vous avez gagné beaucoup d'argent dans l'aluminium ou ailleurs, dans un dîner, ça enquiquine tout le monde. Donc si vous voulez être au centre de la table, vous allez acheter une écurie de chevaux, vous allez acheter une maison de presse ou vous allez acheter un hôtel. C'est marrant, tout d'un coup, vous avez autre chose dont vous pouvez parler. D'accord. Bon, c'est pas la seule raison, hein. J'imagine qu'ils ont plein d'autres raisons et que c'est un bon investissement d'investir dans l'hôtellerie. Ouais, c'est toujours un bon investissement d'investir dans l'hôtellerie. Oui, c'est un très bon investissement parce que vous avez du rendement assez immédiat et puis deuxièmement, vous avez une valeur de la pierre qui ne va pas disparaître. Comme vous avez un hôtel en plein cœur de Paris qui est un hôtel 4 étoiles, vous pouvez le laisser aux générations futures, il ne disparaîtra pas et sa valeur sera préservée. Alors l'autre actualité d'accord, c'est que vous avez négocié un accord avec le comité olympique pour Paris 2024. Vous allez en quelque sorte être la plateforme de réservation pour tout ce qui est officiel, mais aussi vous allez pouvoir offrir aux gens qui vont venir pour les JO toute une gamme de services hôteliers, des services Accor ou de tout le monde? De tout le monde, ça s'appelle une plateforme de réservation. On fait ça d'ailleurs avec la Coupe du Monde de rugby, un an avant. Donc, bon entraînement avant. Comme entraînement. On l'avait fait en 98, on l'avait fait en 2007. En fait, on a tellement investi dans ce qu'on appelle la technologie de distribution, donc le lien entre le client qui vient de partout et qui veut choisir une destination, que la mettre au profit de grands événements mondiaux, effectivement 2023 rugby, puis Coupe du Monde, enfin puis Jeux Olympiques 2024, c'est bien et oui, faites-moi confiance, nous allons irriguer 100% des marques hôtelières existantes en France. Peu importe que ce soit une marque Accor, une pas de marque Accor. Sans privilégier vos marques. Sans aucune, et tout ça sera regardé. Et en plus, c'est pas nous qui choisirons l'endroit terminé. Ça sera le COJO, sous l'égide de Tony Estanguet et de ses équipes, qui vont bien sûr s'assurer que ça soit totalement impartial. Ça l'a été depuis des années. Je pense que Accor a démontré depuis le début de la pandémie, on se bat autant pour les petits que pour les grands. Et peu importe. Alors c'est vrai que j'adore mes franchisés, que je fais beaucoup de choses pour eux, mais on a besoin que ça soit un succès pour chacun d'entre nous. Alors, ça vous donne quel statut au sein des Jeux Olympiques? Alors, j'ai vu que vous n'étiez pas la marque, vous n'êtes pas partie des marques. Non, on n'est pas ce qu'on appelle le plus haut. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça d'ailleurs. Parce que la pandémie a quand même fait que. C'était trop cher en fait. Oui, Accor a perdu trop d'argent. C'est-à-dire que vous pourrez être logoisé JO que en France et ça et pas à l'international. Exactement. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir les anneaux à l'international. Mais, enfin, je vais vous dire, Accor a souffert. On n'est pas à genoux, on s'est relevé. C'est impossible pour moi que le groupe Accor ne soit pas présent au moment des Jeux Olympiques. Impossible. En plus, c'est dans 2 ans, ça ira mieux. Donc voilà, il fallait le faire. Ça fait longtemps qu'on souhaitait faire partie de l'aventure. Et puis on avait une technologie qui les intéressait. Donc, et puis moi, c'est bien pour mes équipes. Je vais vous dire quelque chose, Christophe. Le plus important pour moi, je l'ai dit depuis le début, il y a 6 mois à Tony Estanguet, ce sont les Paralympiques. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutez ou qui nous regardez et qui n'ont jamais été regarder un sport paralympique, vous avez des frissons absolument partout, un sentiment d'humilité, un sourire aux lèvres et vous avez envie de les rencontrer. Donc c'est 15 jours plus 15 jours, mais n'oublions pas les Paralympiques. Et il faudra donc adapter aussi les offres hôtelières pour le public paralympique aussi. Ça, on le fait depuis 25 ans. Je pense que tout ce qui est lié par rapport à les gens qui sont moins privilégiés, en situation de handicap et autres, franchement, on a été au rendez-vous depuis très longtemps. Et d'ailleurs, nos chambres qui sont dites des chambres handicapées ne ressemblent pas du tout à des chambres. Et on fait exprès, parce que sinon les handicapés eux-mêmes ne veulent pas y aller. C'est juste plus grand, notamment pour le passage. Vous avez un mobilier qui se lève et qui se baisse. Alors l'autre actualité, c'est lever d'obligations qu'on appelle vertes de 700 millions d'euros pour Accor. C'est quoi une obligation verte d'ailleurs? Et pourquoi est-ce que quand je suis investisseur, j'ai intérêt, et ça c'est bien souscrit d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai intérêt à souscrire une obligation verte? C'est quoi vos engagements par rapport à eux? Les engagements, c'est des engagements qui sont très, ça s'appelle le CSA, Sustainability, c'est soit biodiversité, soit l'empreinte carbone, soit l'énergie, soit la parité homme-femme, soit l'inclusion, enfin c'est tout ça. Ça veut dire que vous dites aux gens qui vous font confiance et qui vous prêtent cet argent, moi je vous garantis que cet argent va être placé dans une entreprise qui correspond, qui respecte tous ces engagements. C'est plus que ça, ça veut dire que les gens qui vous confient cet argent vont s'assurer qu'au moment où vous leur confiez l'argent, ils m'ont confié l'argent, j'ai pris un certain nombre d'engagements qui sont en 2025, 2026, 2027, sur l'intégralité de ce dont je viens de vous parler. Et donc, le coût de ma dette va augmenter en fonction de l'atteinte ou non de ces critères de performance en matière carbone, en matière énergétique, donc en matière de parité. vous rémunérez moins si vous remplissez vos objectifs? La dette me coûte plus cher,
si je n'ai pas rempli mes objectifs. C'est ça. Et donc, ça oblige les émetteurs, comme nous, eh bien, à prendre des engagements fermes et à s'y tenir. C'est très bien. Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de ça pour les tenir, mais c'est parfait parce que d'abord, il y a beaucoup de liquidité. Si vous êtes sûr de les tenir, ça vous fait gagner de l'argent sur la rémunération. On n'est jamais sûr de tenir quoi que ce soit. Est-ce que je savais qu'il y a 2 ans qu'on allait avoir une pandémie pendant 20 mois? Non. Mais ça a été sursouscrit 5 fois, donc ça a été formidable. Alors encore une question, vous avez évidemment participé aux négociations salariales entre le patronat de l'industrie hôtelière et les syndicats sur l'augmentation des salaires. Est-ce qu'il y a toujours des tensions pour recruter dans vos métiers, dans la restauration, dans l'hôtellerie? Est-ce que ça passe forcément par la hausse des salaires? Ça passe probablement par une hausse de salaire, mais ça ne sera probablement pas suffisant. Ça passe par une meilleure reconnaissance de la valeur de l'individu, une meilleure mobilité, une meilleure formation, probablement plus de passerelles. Ouais. Vous savez, moi, d'abord, je ne veux pas qu'il y ait trop de chefs dans la cuisine. Organisations patronales le font, Accor en fait partie, et donc ils parlent d'une seule voix. Et moi, je n'en rajouterai pas là-dessus. C'est déjà compliqué de trouver un accord. J'espère que ce sera d'ici fin décembre. Le plus important pour moi, c'est d'accepter l'augure, ce qui sera le cas d'ici à peine 18 mois, qu'une grande partie de nos salariés auront probablement plusieurs employeurs. Et ça sera vrai dans toutes les industries. Et pourquoi pas d'ailleurs. Il y aura des gens qui viendront travailler que le mardi, que le mercredi soir. Avec le statut de salarié ou d'auto-entrepreneur. Donc tout ce qui tourne autour de respecter l'employé, le faire grandir, qu'il ait plusieurs choix de carrière et plusieurs passerelles, il faut qu'on soit au rendez-vous parce que c'est ça le plus important. Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, était notre invité ce matin. Tout de suite, il est 8h30, c'est le journal.